Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Bonjour Maxence Écart. Bonjour Anne Collin. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce que je qualifierais peut-être de piqûre de rappel, puisque régulièrement j'ai le plaisir de recevoir Maxence Écart, qui est l'auteur d'un ouvrage passionnant, ardu, c'est certain, mais dans lequel il faut rentrer. Voilà, plus que ardu, c'est un livre dans lequel il faut rentrer. Ça demande un petit effort intellectuel, mais c'est de la philosophie, donc il faut faire un petit effort, mais je crois que c'est vivifiant. Exactement, qui s'intitule « Les fondements philosophiques de la démocratie moderne ». Alors j'ai entre les mains la 2e édition augmentée, mais il existe une 3e édition. Voilà, exactement. Mais qui elle-même est épuisée, et donc nous allons faire une 4e édition qui doit sortir au premier trimestre 2025. Très bien. Voilà. Alors, c'est un livre qui avait été publié dans sa première édition en 2007, donc qui commence à avoir 15 ans, Oui, ce qui tout de même n'est pas rien. Et c'est un livre qui me paraît extrêmement important parce qu'il... à la fois, il replace les choses dans leur histoire, dans leur évolution, de façon assez didactique, philosophique et didactique, en reprenant toute la sémantique, le vocabulaire, ce que nous allons essayer de faire pour nos auditeurs. Et en même temps, il élève le débat pour nous faire comprendre que finalement, ces questions de démocratie moderne et cette instauration qu'on a l'impression qu'on qualifierait d'universelle maintenant, de démocratie et de république, relève finalement de l'ordre du métaphysique et non pas de l'ordre exclusivement du politique. Absolument, oui, c'est toute la démonstration de mon livre, de dire que la question démocratique est beaucoup plus une question de vision du monde qu'une simple question technique politique. Alors j'imagine, Maxence Écart, et je sais que la réponse est oui, mais pour nos auditeurs, je pense qu'ils seront contents de le réentendre, que le titre, chaque mot employé a sa raison d'être, et que le terme de démocratie moderne est choisi de façon volontaire parce que nous ne vivons pas dans une démocratie ressuscitée, dans une démocratie athénienne revisitée, nous vivons dans un régime d'une démocratie moderne avec une toute autre vision que celle qu'avaient les Athéniens. Ça, on va en parler après, mais je voudrais d'abord me concentrer un tout petit peu sur cette démocratie athénienne pour rappeler peut-être aux auditeurs de Radio Courtoisie que c'est un mythe. Que d'avoir ressuscité la démocratie athénienne. Alors, c'est un mythe, oui et non. Je dirais la réponse à ce sujet qui est assez importante, puisque la démocratie actuelle se revendique de la démocratie athénienne, et donc quel est son rapport? Alors, quand on fait une étude sociologique, on s'aperçoit que les deux sociétés n'ont absolument rien à voir, puisque la démocratie athénienne, sur à peu près 400 000 habitants à Athènes au IIIe siècle avant le Christ, il y avait que 21 000 citoyens. Donc, vous voyez, 5% de la population étaient citoyens seulement. Les autres, c'était soit des esclaves, soit des métèques. Les métèques, c'était les étrangers qui avaient droit de cité à Athènes. Et donc, quand on parle de démocratie athénienne, on parle de 20 000 citoyens sur 400 000 habitants, si vous voulez. Et avec un fonctionnement qui est très, très différent d'une autre, évidemment.
Donc on peut dire que la démocratie d'aujourd'hui, qui regroupe des millions de personnes, donc de par sa taille en valeur absolue d'une part, et puis de par le fait que tout le monde est citoyen, toute personne en âge adulte et ayant la qualité de citoyen, c'est-à-dire tout le monde sauf les étrangers, donc font partie du gouvernement en soi, dans la démocratie moderne. Et donc dans mon livre, je fais toute une étude de l'histoire de la démocratie athénienne, de comment elle est née et comment elle a fonctionné. Elle a fonctionné pendant assez peu de temps, vous voyez, pendant un peu plus d'un siècle. Et ensuite, comment elle a terminé. Et cette histoire est, je crois, très instructive pour comprendre comment ça s'est passé et très éclairante, y compris sur la démocratie moderne. Donc, la première réponse à votre question, c'est de dire ce ne sont pas la même chose. La seconde, lorsqu'on étudie justement cette histoire de la démocratie athénienne, c'est qu'il y avait énormément de points communs avec notre société. Voyez, et que son fonctionnement officiellement du gouvernement populaire était relativement proche du nôtre, et sa décadence, qui commence avec Périclès et qui va se terminer, qui va être brutalement interrompu par l'arrivée de Philippe de Macédoine. Mais sa décrépitude est très proche de celle que nous vivons aujourd'hui, avec une multiplication des procès, une espèce de judiciarisation de la vie politique, avec une multiplication de l'achat des votes par les dirigeants, par les stratèges, par Périclès lui-même, en multipliant les postes de fonctionnaires. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont assez comparables avec ce que nous vivons dans la démocratie moderne. Et donc, je pense qu'il faut l'étudier, cette démocratie athénienne, puisque un des premiers à l'avoir célébré, c'est Renan, Ernest Renan, qui à la fin du 19e siècle fait sa fameuse prière sur l'acropole à la déesse Athéna, et la déesse Athéna, c'est la déesse démocratie, si vous voulez. Et donc, il est l'un des premiers à mettre en exergue, je dirais, cette démocratie athénienne qui, au XVIIIe siècle, pendant l'époque des Lumières, avait plutôt mauvaise presse, si vous voulez. Par exemple, quelqu'un comme Rousseau préfère à Athènes Sparte, parce qu'il dit c'est un pouvoir fort et ça fonctionne. Même Rousseau, donc le grand chantre du contrat social, Rousseau qui nous explique dans son contrat social que la démocratie véritable n'a jamais existé parce qu'il faut que des cités toutes petites, autrement le peuple ne peut pas se réunir et ne peut pas gouverner vraiment. Donc vous voyez, et c'est à partir de Hegel un petit peu et puis Ernest Renan que on encense la démocratie athénienne et on en fait cette grande figure qui aujourd'hui est absolument hégémonique, et hégémonique, et aujourd'hui donc celui qui ne serait pas démocrate serait de l'ordre du blasphémateur, si vous voulez, serait une sorte d'hérétique de l'idéologie dominante actuelle, si vous voulez. Donc voilà, mais j'ai mis dans mon titre démocratie moderne parce que, bien évidemment, cette approche un peu historique et sociologique de la démocratie, il faut la dépasser pour en analyser les rouages, le mode de fonctionnement. Et c'est ce que j'ai tenté de faire dans mon ouvrage, en expliquant, puis il y a certes des contradictions dans la démocratie, on les voit. On les constate, ces contradictions, on va peut-être y revenir. Aujourd'hui, tout le monde dit la démocratie est confisquée, la démocratie n'est pas respectée. Et donc, il y a effectivement des choses qui apparaissent contradictoires, mais ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une logique qui est très puissante, qui est très forte, qui en soi est très belle, qui est séduisante, cette logique de la démocratie, mais qui correspond à une métaphysique
et qui nous renvoie à cette vision du monde et à laquelle on peut adhérer, mais aussi à laquelle on peut ne pas adhérer. Et je le dis pour nos auditeurs, moi je suis un adepte de la philosophie dite philosophia perennis, c'est-à-dire de la philosophie d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, et je pense que cette démocratie moderne correspond à une métaphysique qui est l'inverse de celle prônée par Aristote et saint Thomas d'Aquin, et c'est pourquoi je parle aussi, mais on va peut-être y revenir, je parle beaucoup de la démocratie chrétienne qui pour moi est tout à fait contradictoire. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Maxence Écart, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne. Les dernières éditions étaient publiées par François-Xavier Guibert et Pierre-Guillaume de Roux. Et voilà. On attend une 4e édition qui devrait être publiée au premier trimestre 2025. Voilà, et également, le livre a été traduit en portugais et va sortir au Brésil, dans des éditions normalement au premier semestre 2025. Mais vous faites bien de resituer, en tout cas sur une échelle du temps, la démocratie athénienne qui n'a vécu finalement qu'un siècle, et la démocratie moderne dont il faut dire que malgré ses défauts, pour l'instant, on est quand même à déjà plus de 200 ans de vie de cette démocratie. Oui, oui. C'est un petit peu, je l'ai déjà dit à l'antenne, mais je le redis aux auditeurs, parce que j'avais été choquée dans le sens d'un choc, pas du scandale, mais d'un choc, en écoutant un discours de présentation d'une exposition sur Louis-Philippe par le directeur du château de Versailles, Laurent Salomé, qui avait dit, et il avait très bien fait de le dire parce que c'est une réalité et il a raison, mais ça m'avait vraiment ébranlé qu'il fallait quand même bien considérer que le château de Versailles avait vécu plus longtemps sans les rois qu'avec les rois, et que donc même si on devait tout à Louis XIV, malgré tout le château de Versailles c'était la suite, c'était le congrès, c'était les chambres à Versailles, c'était la République à Versailles, et c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes dans il y a eu beaucoup d'écrits philosophiques sur l'histoire, en fait, sur le temps. Je suis retombé, c'est une anecdote, mais il y a 3 jours sur le discours sur l'histoire universelle de Bossuet, vous voyez. Et donc, mais à toutes les époques, les hommes se sont interrogés sur leur propre histoire et comment elle se déroulait. Et en ce qui me concerne, je crois vraiment que nous avons affaire avec la démocratie moderne à un régime politique qui est caractéristique d'une époque, qui a une logique, je l'ai dit, très puissante, et donc qui a les moyens de durer, et qui dure, de fait, vous le dites très bien, depuis 200 ans, qui a passé des crises, qui a eu des opposants, qui ont d'ailleurs pas toujours attaqué, je dirais, les rouages même de la démocratie, et c'est sans doute ce qui fait qu'ils n'ont pas pu la démonter, et je pense que c'est pour ça qu'il est indispensable de l'analyser pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et comment il fonctionne. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, les auditeurs entendront cette émission un peu plus tardivement, mais nous préenregistrons avec Maxence Écart aujourd'hui sur les fondements philosophiques de la démocratie moderne, le jour des élections américaines. Absolument. Et hier, Le Figaro, dans ses sondages dont les questions ne sont pas forcément toujours très fines, mais en tout cas, la question de hier, c'était: la démocratie américaine vous paraît-elle solide ? Voilà. Et puis, bien, à cette question, 66 000 votants, tout de même, 64,69% des votants ont répondu non. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens considèrent que Donald Trump, disons les choses, est un danger pour la démocratie, qu'il ne respecterait pas les principes de la démocratie. C'est d'ailleurs, je pense, le discours que tient Kamala Harris, et une partie des observateurs ont analysé que la campagne de Kamala Harris, qui avait consisté à dire Donald Trump
est un ennemi de la démocratie, il est une sorte de fasciste qui se cacherait en quelque sorte sous des dehors démocratiques, en fait, lui a un peu nui, parce que ne correspondait pas à certaines aspirations d'une partie de la population américaine qui, eux, ne se considèrent pas comme des fascistes, si vous voulez. Donc, mais ça veut dire qu'il y a un débat. Et ça veut dire qu'il y a un débat, et ce débat, on le retrouve en Europe, où on voit aujourd'hui arriver au pouvoir, ou se préparer à y arriver peut-être demain, un certain nombre de partis qui se disent parfaitement démocratiques, qui vraiment confessent toutes les professions de foi démocratique possibles et imaginables, mais qui sont désignés par une partie notamment des médias, il faut bien le dire, comme des ennemis de la démocratie. Et donc, ils disent, mais non, nous, on respecte la démocratie et tous nos modes de fonctionnement sont démocratiques. Et donc, ce seraient des sortes de fascistes cachés. Donc, vous voyez qu'il y a un débat sur lequel il faut nous interroger parce qu'il est très profond et il rejoint tout à fait mon analyse sur qu'est-ce que c'est que la démocratie finalement et comment ça fonctionne et qui est démocrate et qui ne l'est pas. Vous voyez, on pourrait citer encore dans l'actualité les élections en Moldavie qui ont eu lieu il y a quelques jours et où la représentante du parti libéral, je dirais pro-occidental, est passée de justesse et il y a une communauté, je crois, russe assez importante en Moldavie. On a accusé évidemment la Russie de trafiquer les votes et d'essayer de faire tomber ce gouvernement pro-occidental. Et Joe Biden, à l'annonce de la victoire de ce parti libéral, a fait une déclaration tout à fait remarquable, où il a dit « on a sauvé la démocratie ». Elle est restée dans le camp de la démocratie. Alors, qu'est-ce que ça signifie, une déclaration comme ça? Puisque, il me semble, alors je connais fort mal la Moldavie, bien entendu, mais je pense que les partis pro-russes, en simplifié, ne semblaient pas dire qu'ils étaient contre l'élection et contre la démocratie. Donc, que signifie cette opposition? Que signifient ces grandes déclarations où lorsqu'on dit, vous êtes un bon démocrate et vous n'en êtes pas un, vous êtes un fasciste dissimulé, si vous voulez. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça la question, me semble-t-il, que nos concitoyens se posent et à laquelle nous devons essayer de répondre en tant que philosophe qui cherche à comprendre ces questions-là, voyez. Oui, d'autant qu'on voit bien qu'il y a une évolution dans la définition de la démocratie, puisque on a l'impression que ce qui semblait contesté justement au XVIIIe puis au XIXe siècle, ou dans les quelques tentatives de dictature qui ont pu revenir dans certains pays européens, ne l'est plus. Et donc, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui est mis en danger dans la démocratie de nos jours. Alors que, on voit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on voit bien que les fondements même de la démocratie, eux, ne sont jamais mis en danger. Ce qui est mis en danger, c'est la surface de la démocratie. Et ça, alors on va revenir, Maxence Écart, sur ces définitions pour justement essayer d'être clair auprès de nos auditeurs. Vous avez connu Jean Ferré, le fondateur de Radio Courtoisie. Vous avez connu également Vladimir Volkov, bien sûr, qui avait été l'inventeur, je crois, du mot désinformation d'ailleurs, et qui s'était beaucoup intéressé à ces questions de sémantique. Et il disait souvent que la première des erreurs, ou en tout cas des désinformations concernant la démocratie et la République, c'était d'avoir réussi à confondre deux mots, aristocrate et noble.
et que tout venait de là. Si on avait réussi à faire comprendre que le noble n'était pas nécessairement un aristocrate et qu'un aristocrate n'était pas forcément un noble, alors on aurait évité beaucoup d'erreurs. Alors, ça pose la question des mots. Hein. Et évidemment, les mots nous sont indispensables puisqu'ils sont, je crois que c'est Ferdinand de Saussure qui dit ça, et ce sont les pierres sur lesquelles marche la pensée. Donc nous avons besoin de mots pour réfléchir. Or, les mots sont aussi, nous dit Platon, des choses conventionnelles. C'est-à-dire que le sens d'un mot dépend de l'usage qu'on en fait. Et évidemment, il est donné par un locuteur, mais il est repris par son interlocuteur, et l'interlocuteur peut le reprendre avec un sens légèrement différent. Et donc, c'est l'histoire des mots. Et une partie du travail du philosophe consiste à refaire l'histoire des mots, et donc l'histoire des concepts. Alors, le mot démocratie a évidemment beaucoup évolué, puisque au temps des Grecs, eh bien, on disait que c'était le pouvoir du peuple, tout simplement. C'est la définition qu'en donne Aristote. Il nous dit, la démocratie, ça s'oppose à l'aristocratie, à la monarchie, pouvoir d'un seul, pouvoir de plusieurs, pouvoir de tous, c'est la démocratie. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit tel vêtement, c'est un vêtement démocratique, hein, un blue jean, c'est plus démocratique qu'un costume 3 pièces, qu'est-ce que ça veut dire ? Et on n'est plus dans le gouvernement du peuple. Et pourtant, ça a une signification puisque les gens l'utilisent. Donc, on a trop peu de temps ce matin pour beaucoup travailler sur l'histoire des mots. Disons que la démocratie, le sens du mot démocratie, dépasse de beaucoup la sphère politique aujourd'hui, c'est ça qu'il faut dire. Et disons surtout avec Platon dans le Cratyle que ce qui est important, ce ne sont pas les mots, même si c'est important, mais ce qui est plus important, ce sont les choses. C'est-à-dire ce que c'est vraiment que la démocratie. Et donc, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, au début, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Or, est-ce que le peuple gouverne ? C'est ça la question. Et depuis toujours, en fait, les philosophes ont expliqué que le peuple ne gouvernait pas, y compris les philosophes démocratiques. Vous voyez, Rousseau nous explique que le peuple est incapable de faire un système de législation. Machiavel nous explique que le peuple est un jouet entre les mains du prince, qui le fait aller dans un sens ou dans l'autre. Et Périclès manipulait complètement le peuple athénien. Il était surtout connu pour sa grande éloquence, et grâce à cette éloquence et par également son attitude, c'était un homme humble et qui faisait attention aux gens. Il était donc extrêmement populaire, mais il dirigeait parfaitement la foule. Tous les historiens le reconnaissent, jusqu'à récemment Jacqueline de Romilly qui a fait un livre sur l'histoire d'Athènes, vous voyez. Donc Montesquieu nous explique que jamais le peuple ne pourra gouverner parce qu'il n'a pas les qualités pour ça. J'ai le souvenir d'avoir lu dans un ouvrage dont j'ai oublié malheureusement le titre, mais le récit de la venue de Benjamin Franklin à Versailles, peu de temps après la guerre d'indépendance des États-Unis, où on le décrit Tout à fait, ouais. habillé tout en noir, un homme taciturne, mais que tout le monde voulait recevoir dans ses salons parce qu'il était extrêmement brillant intellectuellement, et mettant en garde justement les tentatives réformatrices qu'il sentait en ébullition dans cette fin du XVIIIe siècle, et en les mettant en garde contre l'illusion du gouvernement du peuple par le peuple, et encore plus l'illusion contre le danger. Il appelait ça le vortex, le danger que représentait le gouvernement du peuple par le peuple. Alors, ça a été également bien décrit par Tocqueville. Donc Tocqueville, comme tout le monde, dit que le peuple ne peut pas correctement gouverner,
donc il est gouverné par des élites, mais il dit la tyrannie du peuple est bien pire que la tyrannie d'un seul homme. Et il fait une description de la démocratie qu'il est allé observer en Amérique et qui est vraiment d'actualité, où il explique que finalement, en Amérique, on enferme les gens dans un système de valeurs, en fait, il faut bien le dire. Il y a un système de valeurs, et si vous êtes dedans, c'est parfait, et l'État prend soin de vous et vous procure un bonheur matériel et assez court. Vous dit-il, il a des expressions tout à fait admirables, Tocqueville. Il dit, il va vous libérer de la fatigue de vivre. Voyez. Donc, quelque part, l'État va tout gérer dans votre vie. C'est un petit peu ce que nous vivons aujourd'hui, et c'est un petit peu la société du pain et des jeux, quoi. L'État nous donne le pain, nous donne des jeux. Mais, dit-il, l'homme libre qui voudrait sortir de ce cercle en serait exclu très brutalement, en quelque sorte. Et c'est un petit peu, je pense, ce que ressentent certains de nos concitoyens, qui considèrent que, quelque part, le système démocratique est devenu pesant, en quelque sorte. Et effectivement, l'observation de ce système démocratique nous montre qu'il y a des valeurs, donc des valeurs qui sont bien connues, liberté, égalité, fraternité, et puis il y a beaucoup d'autres, il y a des déclinaisons, si vous voulez, de ces valeurs, et ces valeurs constituent un système, et c'est la logique de ce système qu'il nous faut analyser, évidemment, mais ces valeurs sont dogmatiques. Il n'est pas question d'en rejeter une ou l'autre, si vous voulez. Sinon, on tombe dans l'hérésie, en quelque sorte. Et donc, tout cela devient un peu pesant dans la mesure où la liberté, qui est évidemment la plus haute de toutes les valeurs démocratiques, peut sembler mise en danger lorsque le système réagit contre certains mouvements qui semblent libres. Je songe par exemple aux élections françaises, là, aux dernières élections législatives. Un parti, le Renouveau National, sort avec en tête et se constitue une coalition contre lui et qui amène au second tour à ce qu'il soit dans l'incapacité de gouverner. Et donc, ça veut dire que on anéantit l'action politique d'une part quand même importante de la population et qui a joué le jeu, au nom de quoi ? Eh bien, au nom précisément des valeurs. Au nom de certaines valeurs que ce parti ne respecterait pas, si vous voulez. Alors, quelles sont ces valeurs ? Alors, très vite, on va arriver sur des questions soit sociétales, vous voyez ? Donc, en Amérique, toute la campagne s'est focalisée notamment sur la question de l'avortement. Donc, Kamala Harris, en ayant fait un drapeau, en disant « moi, je vais défendre cette nouvelle morale sociétale qui est éminemment démocratique, que sont l'avortement et toutes les déclinaisons du même genre qu'on peut imaginer, si vous voulez, dans les nouvelles morales, je dirais, contemporaines qui existent. Et nous sommes défenseurs. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le gouvernement, l'avortement. C'est vraiment une question de vie, de ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je veux une famille, est-ce que je veux des enfants, est-ce que je veux des choses comme ça. C'est quelque chose qui est quand même assez loin des préoccupations politiques et du vivre ensemble, si vous voulez. Alors évidemment, on va nous dire que c'est une question de la liberté, mais on voit bien que là, il y a un certain nombre de valeurs qui sont directement, on dit aujourd'hui sociétales, autrefois on disait c'est des questions de morale, mais c'est la même chose en fait. C'est l'organisation de la vie des individus et la manière dont ils vont se constituer en famille ou pas. Donc ça, c'est un premier socle de valeurs qui sont défendues par la démocratie. Et on considère que ceux
qui seraient suspectés d'être hétérodoxes vis-à-vis de ces valeurs sont donc suspects d'être de mauvais démocrates. C'est un petit peu ce qu'on reproche aujourd'hui aux Russes, quelque part. Vous voyez, je crois pouvoir dire que dans l'opposition de l'Occident vis-à-vis de la Russie, hein, qui s'est cristallisée sur la guerre en Ukraine, il y a une composante des valeurs, puisque vous savez que en Russie, des lois sont passées contre, par exemple, l'homosexualité. Vous voyez, donc, et ça n'a pas été accepté par les pays occidentaux qui considèrent que c'est une infraction à un corpus de valeurs sociétales, démocratiques, sur lesquelles il n'est pas permis de revenir, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs ce que disaient les démocrates dans la campagne américaine, on ne revient pas en arrière. Voyez, et là, on parlait d'histoire tout à l'heure, il y a une dimension historique très forte. La démocratie est considérée comme un régime qui est un aboutissement d'une évolution humaine. Et les valeurs sociétales qu'elle défend, donc, sont considérées comme une évolution normale. Je n'ose pas dire naturelle, parce que le concept de nature est un concept très, très difficile, ambigu, difficile à cerner en fonction d'où on regarde. Mais il est certain que ce corpus de valeurs morales est considéré comme le fruit du progrès de l'espèce humaine. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis après, vous avez d'autres valeurs qui sont de l'ordre de l'organisation économique. Vous voyez, le libre-échange, quelque part la mondialisation, le fait que les frontières de toutes sortes disparaissent, vous voyez, car elles seraient en quelque sorte un obstacle à la liberté. Donc la valeur de liberté doit se décliner non seulement dans la vie des individus, mais également dans l'organisation des économies, dans l'organisation des États. Vous voyez, sont vraiment des valeurs clés qui se déclinent en réalité et dans tous les domaines. Et donc, quelqu'un qui dirait, mais non, la démocratie, c'est le fait d'avoir une constitution, hein, puisque depuis 200 ans que la démocratie existe, elle est définie dans nos universités par des professeurs parfaitement compétents, si vous voulez, et qui nous expliquent que la grande différence entre l'ancien régime et le régime depuis la Révolution, c'est l'état de droit. Le fameux état de droit. Alors, qu'est-ce que c'est l'état de droit ? L'état de droit, ça consiste à dire que notre société est fondée sur une constitution, c'est-à-dire un texte écrit avec des règles fondamentales, si vous voulez, qui sont un petit peu les clés de voûte de toute notre organisation juridique. Et donc, il est vrai que dans l'Ancien Régime, cela n'existait pas, puisque dans l'Ancien Régime, on considérait que les royaumes, hein, puisque avant la Révolution française, il y avait quelques républiques dont on peut y revenir, mais c'est un peu anecdotique en quelque sorte, hein, les républiques qui existaient avant la Révolution française, à Venise, où il y en a eu aux Pays-Bas, il y a eu quelques pays, mais c'est vraiment anecdotique. La plupart des États étaient des royaumes, et ces royaumes se fondaient sur un roi qui devait appliquer notamment les us et coutumes, mais surtout, le roi était lieutenant du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque Sainte Jeanne d'Arc va voir à Loches Charles VII pour lui dire d'aller se faire sacrer à Reims, qui ne sera pas roi tant qu'il ne sera pas sacré, et en lui disant qu'il est le lieutenant du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il tient lieu de Christ dans la société civile. Alors, ça,
quelle est la signification de cela? Ça veut dire que la loi fondamentale, c'est la loi du Christ. Et la loi du Christ, alors c'est évidemment la loi chrétienne, mais au-delà de la loi chrétienne, c'est ce que les théologiens et les philosophes de cette époque appelaient la loi naturelle. Et la loi naturelle, c'était dire qu'il y a un ordre dans la nature et que cet ordre doit être respecté. Et le roi était essentiellement un juge. Il était là pour se prononcer sur telle action individuelle, un Saint-Louis au pied du chêne à Vincennes, c'est ce qu'il jugeait. Donc il disait, ben oui, ce qu'a fait cette personne, c'est conforme à la loi de la nature, et donc je lui donne raison, ou ça ne l'est pas, et je le condamne, si vous voulez. Et donc il y avait une référence non pas à une constitution, mais à un ordre auquel était soumis le roi. Et avec tous les théologiens qui expliquaient que si le roi ne respectait pas cet ordre de la nature, il était légitime dans certains cas rares, et c'est tout un sujet, mais on pouvait s'opposer au tyran. Voire le tuer, c'est ce qu'on appelle la théorie du tyrannicide, parce qu'il n'avait pas respecté, non pas la Constitution, mais parce qu'il n'avait pas respecté l'ordre de la nature. Or, avec, il faut bien le dire, la déchristianisation qui arrive avec la Renaissance, le protestantisme et les Lumières au XVIIIe siècle, on arrive aux théories du contrat social, et le contrat social, ça consiste à dire non, il n'y a pas d'ordre dans la nature. Il n'y a pas un Dieu qui vous dit c'est bien, c'est mal, vous devez faire ci, vous devez faire cela. Et donc, c'est aux hommes de décider ce qu'ils doivent faire et de se donner une loi. Et c'est ce qu'on a appelé l'état de droit. Et le grand théoricien de cela, c'est évidemment Emmanuel Kant, qui est un très très grand philosophe, et qui explique que, les nations se donnent à elles-mêmes une loi. Elles sont autonomes. Elles se donnent à elles-mêmes leur loi. Et cette loi, c'est la Constitution. Et ensuite, cette Constitution se déclinera en un ordre juridique. Et cet ordre juridique nous permettra de fonctionner, si vous voulez. Donc c'est une vision très différente. Mais là, on est très loin du système de valeurs que je vous décrivais. Et aujourd'hui, cet ordre juridique, il a beaucoup vieilli, si vous voulez. L'état de droit a beaucoup vieilli. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que, en quelque sorte, ça se manipule, le droit. Vous voyez, quand Mitterrand avait un problème avec la Constitution, il changeait la Constitution, et puis c'est tout. Alors évidemment, il y a des processus, il y a des choses, mais on est en train de redécouvrir cela, d'ailleurs, avec la situation politique actuelle, avec le régime des partis. Donc on voit bien que cet état de droit ne correspond pas à une définition complète de la démocratie, et que pour en mesurer l'essence, l'étendue de cette démocratie, il faut aller plus loin que cette question strictement juridique, vous voyez. Et donc c'est là où il me semble qu'il faut expliquer que ce qui explique ce système de valeurs, ce qui le cause, ce qui lui donne sa cohérence logique, ce qui fait que quelque part Joe Biden peut dire ou Kamala Harris que Trump est un mauvais démocrate. On lui laisse la responsabilité de son affirmation, bien entendu. Mais ce qui permet ces invectives entre démocrates, entre gens qui se proclament adhérents de ce système juridique, c'est précisément ce système de valeurs. Et quel est-il, ce système de valeurs ? Ce que j'ai montré, je crois, j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est qu'il y a une métaphysique sous-jacente. Nous avons parlé d'histoire. Nous avons dit que la démocratie se présentait comme un régime politique issu d'un cheminement de l'humanité. Et tous les penseurs depuis 200 ans le disent, voyez, de Condorcet jusqu'à Jacques Monod, jusqu'à Maritain. Nous sommes dans une nouvelle ère de l'humanité, nous explique Maritain. Voyez. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Ils veulent dire que le monde est en progrès, les hommes évoluent.
L'Ancien Régime, c'est précisément l'Ancien Régime. C'est le régime d'avant. Nous sommes dans un nouveau régime. Et le monde a évolué, c'est ce que nous entendons en permanence, à satiété. Ah, mais au XIXe siècle, l'homosexualité était condamnée pénalement, voyez. Aujourd'hui, c'est un droit, voyez. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que cela. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui réclament le droit de changer de sexe. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec un corps qui a un certain nombre de caractéristiques génétiques et ils déclarent « oui, mais ça va contre ma liberté puisque mon corps est une contrainte et dans laquelle je ne me reconnais peut-être pas. Ça n'est pas le corps que je veux avoir. Et j'ai donc le droit, et je souhaite que ce droit soit consigné dans la loi écrite qui régit les rapports de notre société. J'ai le droit de modifier mon corps et l'État doit m'aider à le faire, voyez. Et on nous explique que c'est une évolution naturelle vers plus de liberté. Et donc, ce que je crois, c'est que cette métaphysique sous-jacente est en fait pas nouvelle. C'est une métaphysique très ancienne qui date des Grecs. Hein, la philosophie, on dit souvent née en Grèce, c'est un petit peu prétentieux de dire ça. De tout temps, les hommes ont réfléchi, mais il est vrai que c'est en Grèce qu'elle s'est écrite. Nous avons dans la philosophie grecque un corpus d'auteurs très divers, très variés, avec les diverses pensées qui ont permis de dépeindre le monde. Eh bien, dès l'origine, même avant ce qu'on appelle les présocratiques, les philosophes d'avant Socrate, eh bien, vous avez des philosophes qui se divisaient entre ceux qui étaient partisans de l'être, des choses en soi, avec un ordre, en disant, il y a un ordre dans la nature qu'il faut respecter, il y a des règles, il y a des lois, et puis ceux qui disaient, non, tout change. Vous voyez, c'est la controverse entre Parménide et Héraclite. Et Héraclite nous explique, mais non, quand on va se baigner dans le fleuve et qu'on y revient le lendemain, ça n'est plus le même fleuve. Et de fait, les poissons ont changé de place, de nouveaux roseaux sont nés. Donc, le monde change, le monde évolue. Rien n'est stable. Et donc, si le monde évolue, eh bien, il faut simplement bien vivre les quelques instants qui nous sont donnés de notre vie dans ce monde qui évolue. Et vouloir s'accrocher à des règles qui seraient éternelles. Et quand on parle d'ordre de la nature, comme le faisait un Aristote ou un saint Thomas d'Aquin, c'est un ordre éternel. Le Christ, par définition, est éternel. Donc, en France, rien ne devait changer dans l'Ancien Régime. Et on disait, oui, c'est les coutumes depuis des siècles. On va pas changer les coutumes parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Et le philosophe du devenir dit, mais pas du tout. Lorsqu'on se donne une loi, c'est ce que nous explique Kant, lorsque le peuple se donne une loi, c'est pour un temps. Et donc demain, il pourra la changer. Et bien sûr que ce qui était vrai hier sera faux demain. Ce qui était bon hier sera mauvais demain. Mais ça s'appelle l'histoire des hommes, ça s'appelle le progrès. Et donc le grand philosophe du devenir, c'est Épicure. Voyez, et Épicure qui vient après Aristote et qui a rejeté la philosophie d'Aristote. Épicure, qui nous est connu par plusieurs lettres et puis par son grand disciple Lucrèce, eh bien, Épicure nous explique que le monde change et que ce qui compte, c'est de bien vivre l'instant. Et vous voyez que ça, c'est un peu la morale de nos contemporains. Bien vivre l'instant, profiter du moment présent. Et on est tous un peu épicuriens quelque part. On a tous envie de profiter de la vie, d'avoir un bon vin, un bon
fromage. Évidemment, tout le monde aime cela. Mais l'épicurisme va beaucoup plus loin que cela, évidemment, puisque, comme je le dis, c'est une métaphysique très profonde qui alors ça a été repris et c'est ce que je montre dans mon livre et c'est important de le savoir. Hein. Épicure a été redécouvert au début du XVIe siècle. Donc un Montaigne, par exemple, que tout le monde prône comme le grand philosophe de la tolérance et tout ça, Montaigne était un épicurien caché. Hein, dans les essais de Montaigne, il y a de multiples citations d'Épicure. Et on lisait Épicure un peu sous le manteau, parce que comme Épicure, il n'était pas agnostique, parce que à son époque, personne ne l'était, mais il met les dieux dans une petite case, et puis en disant, ça sert à rien, et ils n'ont rien fait, si vous voulez, les dieux. Donc ça, c'est Épicure. Et donc, Épicure ne va cesser de grandir au XVIIe siècle, qui est un grand siècle épicurien au XVIIe siècle, avec les libertins au XVIIIe siècle, et évidemment. Et puis aujourd'hui, tout le monde se dit épicurien. Enfin, plus personne ne se dit aristotélicien. C'est quelque chose de complètement désuet. Si déjà, pardon, Maxence Écart, mais si déjà les gens se disaient épicuriens, ça voudrait dire qu'ils avaient un petit peu de culture, ce serait pas mal. Oui, mais ils font de l'épicurisme sans le savoir. Voilà, mais vous avez de très bons philosophes aujourd'hui. Hein. Vous avez un Luc Ferry, un André Comte-Sponville, sont des gens très cultivés et qui sont quand même connus, reçus sur toutes les radios. Ils font des chroniques un peu partout. Et ces gens-là proclament qu'ils sont de la philosophie d'Épicure. Enfin, c'est particulièrement éclairant pour André Comte-Sponville, qui a écrit un très beau livre sur Lucrèce, qui m'a beaucoup éclairé personnellement. Non, il y a des épicuriens qui se proclament aujourd'hui. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent les Mardis de la Mémoire, que je reçois avec plaisir Maxence Écart, auteur des Fondements philosophiques de la démocratie moderne, et que nous essayons d'éclairer nos auditeurs sur la réalité du concept de démocratie. Et nous allons nous interrompre quelques petites secondes pour écouter le bobino de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Maxence Écart, ce concept de démocratie est un concept intrinsèque à la... comme vous l'avez dit, à l'émergence d'un nouveau régime issu de la Révolution française, puis si nous centrons sur notre pays, mais en revanche, on s'aperçoit que ça n'est pas tellement au nom de la démocratie que la Révolution française est faite, c'est au nom de la souveraineté du peuple, et c'est pour l'avènement de la République. Alors, comment articuler, séparer, analyser trois notions qui ont en tout cas, comme vous, pour revenir à votre explication du début, qui utilisent des mots différents, souveraineté, république, démocratie? Alors, ça correspond à l'histoire de cette pensée, à l'histoire de ce concept qui est très riche, et qui explique le monde où nous vivons. En réalité, aujourd'hui, on peut dire que ces concepts sont parfaitement alignés, je ne dirais pas synonymes, parce que ça serait réducteur. Ils ont chacun leur richesse et leur contenu, mais ce sont des concepts synonymes. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Dans l'histoire de la pensée, du développement de la pensée, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, je fais juste une parenthèse, Maxence Écart, en disant qu'aujourd'hui, on est même arrivé à un paradoxe qui fait que le mot monarchie est lui-même synonyme de république et de démocratie et de souveraineté. Tout à fait. Parce que les monarchies modernes sont des républiques. Enfin, il n'y a aucune différence. Et vous avez même un des principaux penseurs du monde moderne et de la démocratie qui est Hegel, et qui explique que la République s'incarne dans la personne du roi, et que le roi est très utile
à la République. Et c'est ce que nous voyons en Angleterre, en Espagne et dans beaucoup de pays, si vous voulez. Et en France, beaucoup de gens voudraient avoir un roi pour faire plus de démocratie. Pour plus de démocratie et puis pour avoir en même temps le plaisir de commenter les fêtes et les changements de la famille royale. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? D'abord, il faut savoir que le cœur de tout ça, c'est évidemment le gouvernement du peuple. Le gouvernement du peuple, ça veut dire que le peuple est souverain. Je vous l'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire souverain ? Ça veut dire qu'il n'a pas de loi au-dessus de lui. C'est ça la clé. La clé, c'est que il n'y a pas de loi qui s'impose aux hommes. Il n'y a pas une loi que les anciens appelaient la loi divine, l'ordre de la nature, mais que les hommes devaient respecter. L'homme, désormais, l'espèce humaine, ces animaux qui couvrent la terre, décident aujourd'hui de leur destin. C'est ça le sens de la souveraineté populaire. Alors, historiquement, c'est arrivé très lentement, ce concept de souveraineté populaire. Et dans la nouvelle édition qui va sortir, j'approfondis comment est arrivé ce concept. Et tous les historiens de la pensée disent que c'est né au XIVe siècle, dans l'opposition à la papauté. C'est étonnant. Vous voyez, c'est un grand auteur qui s'appelle Marcille de Padoue, qui était un franciscain et qui a écrit un livre qui s'appelle Defensor Pacis en 1326, où il explique que le pape n'a pas à régenter le monde et que l'empereur tient son pouvoir du peuple. Et parce que, alors, c'est long et complexe, on ne va pas approfondir ça, d'où le roi tient-il son pouvoir, mais grosso modo, ce que dit Marcille de Padoue, il le tient du peuple, car c'est le peuple qui choisit le mode de gouvernement. Et de fait, ça correspond à ce qui se passait, par exemple, chez les Francs. Il y avait ce qu'on appelait les champs de mai, et on désignait le roi des Francs, si vous voulez. Alors après, évidemment, il y a la question de l'hérédité, il y a plein de questions. Mais Marcille de Padoue est le premier à nous dire qu'il le tient du peuple. Et ce concept va prospérer en parallèle, si vous voulez, avec le soutien des rois, puisque ça permettait aux rois d'être indépendants du pape, qui voulait les obliger à respecter l'Église, à faire ceci, à faire cela, à percevoir des impôts, des choses comme ça. Voyez. Et donc vous avez tout un mouvement que j'analyse qui s'appelle le conciliarisme. Et le conciliarisme, c'est de dire que le concile œcuménique est supérieur au pape. Et pourquoi le concile œcuménique est-il supérieur au pape ? Parce qu'il représente le peuple chrétien. Et parallèlement, dans la cité, c'est le peuple qui donne sa légitimité au roi. Et donc le conciliarisme va se décliner en anglicanisme, protestantisme, gallicalinisme en France. Et tout ce mouvement va nous mener à la Révolution française. La Révolution française a été faite par des gallicans. C'est-à-dire des gens qui considéraient que le roi était complètement indépendant du pape et que le pouvoir était dans le peuple, si vous voulez. Et donc, ce concept de souveraineté populaire, alors il va être systématisé par des auteurs comme Hobbes, avec le soutien de Louis XIV. Hobbes avait une pension de Louis XIV, il faut le savoir, qui écrit un livre qui est un des livres majeurs sur le contrat social, son livre Le Léviathan, et puis ensuite, au XVIIIe siècle, par tout le mouvement des Lumières. Donc ça, c'est la souveraineté populaire. Or, eux, que défendent-ils ? C'est la République. Parce qu'à l'époque, je l'ai dit, la démocratie, d'abord, personne ne savait ce que c'était. Il faudra attendre Renan pour qu'elle soit vraiment redécouverte. Et donc, la République, c'était le régime qui donnait la souveraineté au peuple. Aujourd'hui, donc, la République, c'est ce qui s'est passé en 1789. On a défendu la République. En 1789, il n'y avait guère que le marquis de Sade, qui faisait partie avec Robespierre de la Convention des Piques de la place de la Concorde, qui défendait la démocratie. Et pour lui, c'était la démocratie directe.
Or, notre démocratie ne peut pas être directe puisqu'elle regroupe des millions de personnes. Elle est forcément représentative. Donc, au XIXe siècle, sur la totalité du XIXe siècle, on parle de république. Et puis, vous avez la démocratie qui se cristallise dans ses valeurs et qui redevient populaire, notamment après la Seconde Guerre mondiale, parce que on a considéré que le combat de l'Amérique par rapport à Hitler, à l'Allemagne, c'était le combat de la démocratie contre la dictature, si vous voulez. Et aujourd'hui, ce que l'on enseigne à nos enfants dans les écoles, ce sont les valeurs de la République. Et évidemment que les valeurs de la République, ce sont les valeurs de la démocratie. C'est la même idéologie, c'est la même échelle de valeurs, c'est la même pensée, si vous voulez. Et ce qui sous-tend cette pensée très puissante, c'est la philosophie du devenir. C'est de dire, Épicure a été renouvelé par Darwin. Darwin donne une sorte de cachet scientifique à la philosophie du devenir en disant non, l'homme était un singe auparavant. Alors c'est assez intéressant parce que il y a eu des précurseurs de Darwin pendant toute la philosophie des Lumières, vous voyez. Vous avez et même au XVIIe siècle, vous avez un Vanini par exemple qui disait que les hommes descendaient des singes. Donc, vous voyez, c'est ce grand mouvement. Le monde évolue, la loi change et l'homme est souverain pour se donner sa loi. C'est ça la démocratie. Maxence Eckart, merci. On pourrait continuer évidemment longtemps pour analyser, notamment avec l'exemple français, toutes les terminologies qui sont plus ou moins faciles à expliquer et à comprendre, mais je pense que ces fondements philosophiques de la démocratie moderne, les auditeurs pourront se plonger dans votre ouvrage. Je les préviendrai quand la nouvelle édition sortira. Je pense que nous avons plein d'exemples d'actualité sous nos yeux. Absolument. Ouais. Mais l'époque est vraiment intéressante parce que elle montre, après 200 ans, que le système a beaucoup évolué et elle montre un peu ses limites, puisque ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même une certaine dégénérescence de la démocratie et telle qu'elle est apparue en Grèce après la stratégie de Périclès. Il nous reste une toute petite minute, une question peut-être Maxence Eckart pour les auditeurs. Les livres que vous avez cités, livres anciens mais qui illustrent ou commentent ou réfléchissent sur la démocratie athénienne et ses prémices ou son fonctionnement, sont des livres que l'on peut toujours... oui, tout à fait. Sont disponibles en classique. Donc, moi, je cite toutes mes sources et c'est pourquoi mon livre est très prisé par les étudiants. Non seulement de philosophie, mais d'histoire du droit, parce que ça leur permet d'avoir beaucoup de références, et ce sont la plupart des choses sont rééditées. Vous voyez, les grands auteurs de la philosophie sont réédités. Je cite peu d'auteurs secondaires parce qu'il faut en rester à ce que tout le monde connaît. Je rappelle les fondements philosophiques de la démocratie moderne par Maxence Eckart. On attend une 4e édition début 2025. Merci beaucoup Maxence Eckart. Merci Anne Collin, merci Radio Courtoisie. Chers auditeurs, à mardi prochain.